Disons-nous les choses avec M. Fix Niavo. On est aux Ulysses. Si. L'homme fort, comment vas-tu? Comment vas-tu, mon frère? Merci pour l'invitation. Bah, mon frère, c'est nous qui sommes honorés que tu acceptes notre invitation. Normal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'homme fort, aujourd'hui, on est là pour un peu faire le bilan. Voilà, tu as sorti, depuis un certain temps, tu sors pas mal de bilans. C'est-à-dire, quand je dis pas mal, c'est-à-dire par année, tu sors un bilan depuis 2015. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. On va en parler, mais en troisième partie. D'accord. Dans cette première partie, nous allons parler, c'est l'interview Les Ulysses. L'homme fort, il faudrait que tu me parles un petit peu de... Déjà, ici, c'est un lieu symbolique. Ici, dis-nous un petit peu, ici qui représente ce lieu pour toi? Pour moi, c'est là où tout a commencé au niveau du sport. C'est là où, pour moi, je pense avoir passé tellement de temps que j'ai pas été autre chose que quelqu'un qui était à fond dans le football ou dans le rap. C'est le terrain synthétique du quartier des Amants. Donc voilà, les Amants derrière, là, vous voyez. C'est le quartier où on a grandi, tout a changé, il y a eu la rénovation urbaine. Voilà, c'est là où on a grandi, c'est là où on a tapé le ballon avec tous les gars qui ont percé plus tard, que vous connaissez, les champions du monde, champions d'Europe, finalistes de Ligue des champions et tout. Et c'est là où j'ai vraiment été dans le foot, vraiment le foot de quartier, tu vois ce que je veux dire? Là, il n'y a pas d'arbitre. Tant qu'il n'y a pas de sang, on siffle pas faute. Ce genre de truc. Non, mais on a forgé nos caractères. C'est là où on faisait des tournois 6 contre 6. Le premier qui marque 2 buts en moins de 10 minutes. Ou sinon, enfin, tu vois, ce genre de truc. Et il y avait 6 contre 6. Et autour du terrain, des fois, il y avait 60 mecs du quartier, tu vois. Il y avait 10, 15 équipes. Et c'était normal. C'était pas des tournois officiels ou quoi qu'est-ce. C'était le train de vie des jeunes de mon époque, quoi. En plus, on sait que il y a pas mal d'internationales, pas mal de mecs qui sont issus des Ulysses, qui ont fait carrière dans le foot. Tels que Thierry Henry, tel que M. Patrice Evra, Anthony Martial, Moussa Marega. Il y a Bilal Mousni, malheureusement, qui vient de louper la Coupe du Monde, qui a été sélectionné dans les 29 de la Tunisie, mais qui n'a pas été retenu dans les 23. Il y a Moussa Marega, l'avant-centre de Porto, et de l'équipe nationale du Mali. Après, il y a Yaya Sanogo, qui joue à Toulouse maintenant. Il y a Sega Keita. Il y a Jules Iloki qui joue à Nantes. Il y en a plein. J'en oublie, hein, malheureusement. Il y a Anthony Martial et son frère Johan. Il y a Joachim aussi. Enfin, tu vois, il y en a qui jouent en France, il y en a qui jouent à l'étranger. Et pour la plupart, moi, je les ai connus, je les ai rencontrés ou connus sur ce terrain-là. Pour ceux de ma génération ou ceux un peu plus jeunes. Voilà. Donc c'est un terrain qui est important pour notre parcours, en fait. Parce que c'est le terrain du quartier, c'est pas le terrain du club de foot. Mais comment t'expliques un peu le fait qu'il y ait un tel vivier footballistique ici aux Ulysses? C'est quoi? C'est votre mentalité qui est comme ça? Je pense que c'est la mentalité comme il y a dans beaucoup de quartiers, hein, l'envie de réussir et tout. Et puis les Ulysses, c'était un quartier quand même qui était cloisonné, qui était excentré. C'est des villages en béton, en fait. Tu vois, les quartiers comme les Ulysses, tout ça, c'est des villages, en fait, tout le monde se connaît. En tout cas, beaucoup de familles se connaissent, beaucoup de gens se côtoient. Et du coup, ça développe un esprit de compétitivité de malade, tu vois. Dès que tu sais qu'il y en a un qui joue bien au foot, tu veux faire mieux que lui. Dès que tu savais qu'il y en avait un qui était fort en rap, tu veux faire mieux que lui. Et je pense que c'est pas anodin que plus tard, on ait créé les battles comme Dégaine ton style. Parce que c'est vraiment l'état d'esprit des Ulysses. Je suis plus fort que toi, je vais te le prouver. Ça vanne H24, c'était voilà, c'est cette ambiance-là. Et puis on a des mecs qui avaient du talent. Et je pense que l'éclosion de Thierry Henry aussi, qui gagne la Coupe du Monde à 20 piges, ça a aussi mis le curseur sur le 9-1 et donc sur le quartier d'origine de Thierry Henry qui était les Ulysses. Il y a Patrice qui a suivi, puis ensuite, voilà quoi. Par quel adjectif tu pourrais qualifier la mentalité des Ulysses? Franchement, j'ai ghetto mais bonnes vibes. Il y a ghetto, parce qu'on va pas se mentir. Il y a des mecs ici qui sont tartés, il y a eu des choses qui ont été loin, il y a eu des faits divers de ouf, on a vu des trucs de ouf. Mais bonnes vibes quand même, parce que j'ai le sentiment qu'il reste quand même un peu d'humanité. Tu vois, il y a des quartiers où quand moi je vais, je me dis, en fait ici ça y est, c'est mort, allez, vous croyez plus en rien, vous les gens restez ici. Mais aux Ulysses, même si c'est difficile, comme dans beaucoup de quartiers, il reste quand même cette fibre d'entraide. Parce que les Ulysses, ça me rappelle
pas mal Grigny, Corbeil, les Tarterets, toi, les quartiers où il y a des têtes brûlées, entre guillemets, et des gars durs, mais très gentils, tu vois. C'est des grandes familles aussi. C'est ça. C'est des quartiers où il y a beaucoup de grandes familles. Et dans une grande famille, bah, t'as peut-être des fois t'as un voyou, t'en as une qui va devenir cuisinière, t'en as un qui va devenir informaticien, t'as de tout. Il suffit qu'il y en ait un qui soit un petit peu chaud pour faire parler toute la famille. Mais en vrai, t'as des familles où il y a 7, 8, 9 enfants et ça se passe relativement bien. Il y a plein d'exemples. Mais c'est vrai qu'il s'est passé des choses dans les années 80-90 qu'on crée aussi une mentalité et aussi une réputation. Voilà, une mentalité de guerrier, on sait. Et nous, c'est comme ça qu'on a grandi. Et c'est avec cet état d'esprit-là qu'on a voulu faire du son. Et je pense que pour les footballeurs, ça doit être pareil, quoi. Parce qu'on sait que les Ulysse, comme je disais, pourquoi je le compare à Grigny, à Corbeil, c'est... Voilà, c'est réputé pour des têtes brûlées voilà, la bagarre, comme on dit. Tu vois. La bagarre, c'est comme il a dit le frère Niska, le 9-1, la bagarre, tu vois, faut dire la vérité. Il y avait, il y a des départements qui étaient, je pense, qui étaient avancés dans tout ce qui était l'oseille, le business et tout ça. Et c'est vrai que le 91, bah, pendant longtemps, on était vu un peu comme des sauvages, quoi, des gens qui vivent dans leur campagne. Dès qu'ils ne te connaissent pas, tu viens d'où, pourquoi tu es venu ici, tu viens chercher qui, t'es le mec à qui, t'es le cousin à qui et tout. Et c'est vrai qu'on a grandi dans cette mentalité-là. Mais je pense qu'en fait, c'était une mentalité de protection. Après, la violence, elle est partout. Mais je pense que dans le 9-1, il y avait aussi ce truc de... On est des quartiers tellement éloignés, tellement cloisonnés, qu'il fallait qu'on trouve des moyens d'expression. Malheureusement, pour certains, c'était la violence. Et pour d'autres, c'était l'art ou le sport. Et aujourd'hui, enfin, entre guillemets, bizarrement, aujourd'hui, c'est le 9-1 qui est mis à l'honneur dans le rap. Niska. C'est vraiment... moi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que le 9-1, c'est un département qui était quand même un peu à part. Je pense qu'il y a beaucoup de villes nouvelles et ça compte au final. Ou en tout cas, même les grands ensembles du 91, ils sont pas aussi anciens que les 4000 à la Courneuve ou les grandes cités comme ça qui datent vraiment des années après la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Nous, c'est des quartiers, il y a pas mal de villes nouvelles et tout, donc je pense qu'il y avait une nouvelle population. Il faut aussi dire que c'est des départements où il y a pas mal de familles noires africaines. Et donc c'était peut-être une autre manière d'appréhender les quartiers populaires, vu que les gros quartiers historiques avant, bah, c'était des quartiers surtout de familles d'immigrés rebeux, polonaises, italiennes et tout ça. Et dans le 91, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'immigration d'Afrique subsaharienne. Donc est-ce que ça a joué ou pas sur la mentalité plus tard? Je sais pas. Mais je sais que c'était assez renois comme département. Ouais. Et à un moment donné, dans ce quartier, tu as commencé à faire du rap. Donc de Ultimatum à Fixer Pécaire, en passant par ton parcours solo que tu mènes aujourd'hui. Parle-nous un petit peu de tes débuts dans le rap et voilà, c'est ça, tes débuts dans le rap. Moi, mes débuts dans le rap, je suis un peu comme tous les gosses de ma génération. Besoin de repères, besoin de m'identifier à quelque chose. On est des gamins des années 80. Donc on aime beaucoup Renaud, on aime beaucoup Balavoine, on aime bien ces choses-là. Après, il nous manque un truc. Clairement, je pense qu'il nous manquait un truc, c'était après de se reconnaître au niveau peut-être facial ou de l'ethnie, quoi, tu vois. Donc eux, ils nous représentaient parce qu'ils disaient des choses que nous, on pouvait comprendre socialement. Mais après, voilà, les Renois qu'on voyait à la télé, peut-être à cette époque-là, on avait l'impression qu'ils faisaient un peu trop les noirs de service et tout. Et quand le hip-hop il est arrivé, bah là, on a vu des Renois qui s'affirmaient en tant qu'hommes noirs, qui s'affirmaient dans leur culture, dans leur manière de parler, dans leur manière de s'habiller et tout. Et forcément, moi, je suis tombé dans cette marmite-là parce que j'ai vu mes grands frères, mes grands cousins et même les grands du quartier tomber et embrasser cette culture qui était le hip-hop. Donc voilà, j'ai suivi. D'où Ultimatum avec PKR, Gros Dash et les autres. D'où d'abord l'amalgame. D'abord l'amalgame. Tout d'abord même, je vais te dire, il y avait Gros Dash, moi et mon frère Bobby. On avait un groupe qui s'appelait Point de UV. UV, Musicien Vénère. Ok. C'est le dossier. Donc t'as lâché les dossiers, voilà. C'est ce que j'allais dire. Et donc de ça, après, on a voulu faire le cartel du 9-1. On voulait... c'était une envie en fait, mais on était trop jeunes. Et les quartiers du 91 des années 90 n'étaient pas prêts, je pense. Nous, on voulait faire le cartel du 9-1. En fait, on voulait qu'il y ait plein de mecs des quartiers dits réputés du 9-1 et qu'on essaie de faire une mafia Quinfri et tout, tu vois. Sauf que mafia Quinfri, Orly, Choisy-Vitry, c'est des villes limitrophes. Nous, nos quartiers ne sont pas limitrophes. À part vous, il y avait le triangle des Bermudes. Mais vous aviez tellement d'histoires là-bas entre vous. C'était compliqué, je pense, de monter une équipe là-bas. Nous, dans notre coin, c'était un peu compliqué parce que nous, notre secteur, c'était plutôt Massy, les Baconnais, Longjumeau, tout ça. Et nous aussi, on avait nos histoires. Donc, ça a été compliqué. Donc, après, on a fait l'amalgame, Gros Dash, Cynic, moi-même et mon gars Benton, gros big up à lui.
Et après, l'amalgame, on a fait un petit buzz dans la ville. Ensuite, on a rattaché PKR, Templar et Kaïdé qui venaient du 9-2, PKR. On a enregistré chez notre gars Rino, grosse pensée à lui aussi, R2E. Et voilà, on a fait l'ultimatum avec George Cafella, il y avait Bobby, il y avait... en vrai, à la base, on était une vingtaine. On a une histoire qui est un peu similaire à celle d'ATK. Ouais, exactement, j'allais vous comparer à ATK. Ouais. Sauf que nous, on était 20 mecs du même quartier quasiment. Tu vois. Ensuite, après, le groupe, on va dire, comme beaucoup de groupes, s'est dissolu, un petit peu comme ça ressemble au Wu-Tang en vérité. Tout le monde s'est basé du Wu-Tang en vérité, même la TK, tout le monde s'est basé du Wu-Tang. Le Wu-Tang, c'était... Un jour, ODB, il avait dit, le Wu-Tang, c'est les Black Panthers des années 90. Et pour moi qui n'ai pas connu la période des Black Panthers, parce que j'étais pas né ou j'étais trop petit pour comprendre, clairement, le Wu-Tang, de voir tous ces Renois arriver massifs en concert, arriver en mode notre lifestyle, on va le déposer sur la scène. Ça a inspiré beaucoup de gens. Là, il n'y avait pas de chorégraphie, il n'y avait pas de défrisage, il n'y avait pas, tu vois, comme les groupes de funk qui pouvaient être un peu flashy et tout ça. Non, là, c'est vas-y, mec. C'était les Clarks, c'était le baggy, le maillot de basket, le maillot de hockey, le truc. Et bien sûr, ça a inspiré beaucoup de jeunes, parce que nous, on était très jeunes et on a absorbé ça, tout ça. C'est clair que le Wu-Tang, même des groupes d'aujourd'hui comme Section d'Assaut s'en sont inspirés. Par rapport au fait même de faire des albums solo, des albums en commun, des albums solo, c'est vrai que vraiment eux qui ont lancé ce délire. C'est eux qui ont lancé ce délire-là avec le contrat du groupe, puis les contrats individuels. Donc non, c'était des modèles. Même si moi, c'est pas le Wu-Tang le premier groupe qui m'a fait kiffer le rap. C'était vraiment Public Enemy, NWA, Eric B et Rakim. Et même des trucs un peu plus doux comme EVD, and The Boys, tout ça, tous ces groupes-là, en fait. Je pense qu'on avait tellement besoin de s'identifier à quelque chose qui nous ressemble un peu qu'on a tout pris, quoi. Avec les bons côtés, le côté la hype, le hip-hop, la danse et tout, et les mauvais côtés, c'est-à-dire le mimétisme des gangs américains, où je pense qu'il y a des quartiers dans l'Île-de-France qui sont un petit peu trop attachés à Colors, à New Jack City, à Boys in the Hood et tout ça, quoi. Et ensuite est arrivée l'aventure Fix et PKR. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Donc Fix et PKR, c'est quoi? C'est donc avec Ultimatum, au bout de 7 ans, comme on avait bien fait le tour de la question, avec le point culminant, c'était l'album Les Anges pleurent et La rue chante, qui nous a donné un très très bon buzz et un gros succès d'estime. Voilà. Mais pour PKR et moi, ça suffisait pas, parce que nous, on avait déjà un petit peu, tu vois, des envies d'aller un peu plus loin politiquement et même en tant que militant. Et comme PKR, moi c'est un mec que j'ai connu ici, donc au collège, il y a maintenant presque 30 ans, on s'était dit qu'à un moment donné, peut-être que Fix PK, le Rebeu, le Renoir, les deux plus grands en taille, deux mecs qui étaient très très souvent ensemble, on avait des discussions de ouf avec PKR, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte un jour que nos discussions ne tournaient pas forcément que autour du rap. On parlait énormément avec PKR, tu vois. La relation que j'ai kiffé avec ce frère, c'est que c'était un rebeu avec qui on pouvait parler de la négrophobie au Maghreb, par exemple, sans que ce soit un sujet tabou. On en parlait, on en a même fait un morceau, Orgueil et préjugés. Je pense qu'on est dans les premiers à avoir traité ce thème, bien avant que d'autres l'aient fait après nous, où on traitait du thème des relations entre les Noirs et les Arabes dans les quartiers. Et je trouvais ça fou que je puisse en parler publiquement et de manière relaxe avec un frère. Et lui, il me donnait ses arguments, on échangeait nos arguments. Et puis, on parlait aussi beaucoup parce qu'on a des histoires un peu similaires de la décolonisation et tout. Et en fait, on s'est dit, mais mec, on peut pas parler que de rap, tu vois. On peut pas être que dans le rap, il faut qu'on soit dans le militantisme. Et le premier truc, c'était les quartiers populaires. Et donc, pour nous, ça allait de pair, notre hip-hop et nos activités militantes. Donc, on a développé Fix PKR comme ça. Ensuite est arrivé, à un moment donné, je ne sais pas si c'est en même temps que l'aventure Fix et PKR, mais Quartier Général et ton parcours un peu en solo. Quartier Général, en fait, c'est le label qu'on a créé avec PKR. Quand on a vu que bosser avec d'autres labels ou des maisons de disques, ça ne nous intéressait pas beaucoup, ou alors que c'était compliqué parce qu'on n'était pas... Soit on était la priorité, mais on n'était pas travaillé comme on voulait travailler, soit on n'était pas la priorité, et dans ce cas-là, il fallait qu'on s'occupe de nous-mêmes. Et avec PKR, une autre chose dans laquelle on se retrouvait énormément, c'est qu'on déteste la victimisation. Tu vois, nous on déteste ça, on s'est beaucoup plaint, comme on disait avec PK, on s'est beaucoup plaint dans les halls, et à un moment donné il fallait passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, par exemple, on s'est présenté aux élections municipales aux Ulysses en 2008, tu vois. Mais ça vient de plusieurs nuits de réflexion, de plusieurs échanges et tout ça. Et donc en fait, notre musique, elle était liée à nos activités militantes qui étaient liées à notre activité politique. Et comme de manière, on va dire, comme de manière bénévole,
On a toujours essayé d'avoir un pied dans le quartier, de pouvoir être prêt pour l'aide aux devoirs pour les jeunes, pour trouver des studios pour ceux qui voulaient rapper. Des fois, on prenait même ce terrain-là, on prenait une balle de foot, ça coûtait rien, t'achètes 3 bouteilles de jus, 3 sandwichs, et puis les jeunes, ils sont là, ils sont en train de jouer au foot, tu vois. Et c'est des trucs qu'on faisait, mais de manière complètement naturelle. Et souvent, les gens ils nous disaient, mais vous savez, si vous aviez une association, vous pourriez avoir des subventions pour ça. Et moi, je trouvais que dès lors que quelqu'un te paye pour quelque chose, tu deviens un peu son esclave. Donc avec PKR, on a développé nous-mêmes nos structures et on a fait de l'autofinancement. On vendait des t-shirts, on allait au marché, on vendait des t-shirts XPK, on a fait des scuds, on a récupéré nos scuds, on en vendait beaucoup dans la rue et tout, et ça finançait nos projets à nous-mêmes.